Ce qui est intéressant avec les mots, c'est que on ne se rend pas compte à quel point ils peuvent avoir un impact sur notre psyché, sur qui l'on est. On ne se rend pas compte à quel point ils peuvent avoir un impact sur les autres. C'est vraiment cet art de trouver les bons mots. En fonction du mot que vous donnez, en fonction de l'intensité, de la tonalité de voix, eh bien, ça va avoir un impact sur vous et sur les autres qui est non négligeable. Il y a la fameux précepte de PNL qui dit, donc il n'est pas de PNL d'ailleurs, c'est puisqu'il vient de Bateson, qui vient de la systémie, qui est on ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Tout est communication. Et dès lors, on ne peut pas ne pas influencer. Donc tout est influence, tout est communication. Votre posture, votre énergie, le ton de votre voix, votre attitude, votre expression non verbale. Tout va être un message que vous allez envoyer aux autres. Ça, là, on parle de communication à l'autre. Là, on parle d'interaction directement de moi avec l'autre. Mais il y a aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est la communication de soi à soi. Et il y a une phrase qui est puissante, c'est de vous poser la question suivante, qui est puissante et qui fait très mal. Et je suis sûr qu'elle va vous faire mal, autant qu'elle m'a fait mal quand je l'ai entendue. C'est si votre meilleur ami vous parlait comme vous vous parlez à vous-même, est-ce que vous garderiez cette personne comme un meilleur ami? Ça fait mal comme question. J'aimerais bien que vous me donniez la réponse. Et je suis sûr que vous avez la même réponse que moi. C'est là où finalement on se rend compte que la façon dont on se parle, eh bien, n'est pas forcément la plus propre, la plus saine. Et finalement, celle-ci va avoir un impact. Si je me dis à un moment donné, je suis nul, je suis nul, je suis une merde, eh bien, du coup, ça va jouer sur notre confiance en moi. Combien de personnes ont des problèmes de confiance en soi? Moi, j'avais fait un sondage une fois où j'avais demandé à toutes les personnes qui me suivaient, la confiance en soi, est-ce que c'est un sujet pour vous? Il y avait plus de la moitié qui avait répondu oui. Il y avait 56% précisément. Et même, j'avais vu un autre point qui disait plus de 70 ou 76% des gens, alors je sais plus le chiffre exact, manquaient de confiance en soi. Et donc je vois sur les commentaires, non, voilà, non mais je me soigne, c'est bien Tiggy, c'est super. Notre façon de parler, et ce que nous avait dit Marie très justement, les mots M-O-T, S, pluriel, et les mots M-A-U-X. Et c'est là où on se rend compte que finalement les mots amènent des mots. Là ici, on va avoir plein de choses qui est en lien. Alors on a différentes façons de travailler aussi. On va vraiment d'abord se focaliser sur la communication avec soi parce que je trouve que finalement c'est là où il y a besoin le plus de travailler ça. Parce que bien souvent, ce qu'on va se rendre compte, c'est que la façon dont on parle aux autres, la façon dont on communique, les choses qui vont nous déranger chez les autres, ça va être parfois, et j'ai envie de dire bien souvent, pas toujours, mais des miroirs de ce qui nous dérange chez nous, de ce qui va pas, ou de ce qui n'est pas ok. Donc, regardons un petit peu. Et c'est vraiment la première étape. La première étape lorsque vous êtes dans le travail des mots, du soin de votre communication avec vous-même, c'est d'abord d'observer. On ne change pas une chose tant qu'on ne la comprend pas. Je répète, vous ne pouvez pas changer quelque chose tant que vous ne le comprenez pas. Et bien souvent, notre erreur, c'est de vouloir modifier quelque chose de suite, parce qu'on voit le problème. Vous voyez le problème, vous avez de suite envie de trouver la solution à ce problème. Sauf que, eh bien, vous foncez tête baissée. Et en fonçant tête baissée, eh bien, on fait des bêtises. Bon, on apprend comme ça, mais ça brûle, quoi. Donc, si vous pourriez éviter de vous brûler, ça serait pas mal. Et dès lors, la première étape, c'est vraiment d'écouter. Observer comment vous vous parlez à vous-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle, donc la façon de se parler à nous-mêmes, c'est le dialogue interne. Et on a tous ces fameux dialogues à nous-mêmes. On va se dire, ah tiens, si je faisais ça. Ah tiens, des fois, certains vont parler à haute voix. D'autres vont le garder dans leur tête. Et votre dialogue interne, c'est déjà une première chose, cette communication que vous faites de vous avec vous, mais essayez d'avoir une posture qui va être une posture de prise de hauteur.
dans le sens, je vais essayer de passer en méta, on appelle ça la méta, comme méta-analyse, méta-programme pour celles et ceux qui connaissent la PNL, métaphysique, en fait, tout ce qui est méta, c'est au-dessus. D'ailleurs, je pourrais vous donner une petite parenthèse sur la métaphysique. C'est pas pour ça qu'on appelle métaphysique. Je vais vous faire la digression après. Et donc, là, ici, vous avez donc cette partie méta que vous devez développer. Être en méta vis-à-vis de vous-même. Vous regardez en train de faire. Comme un petit peu comme si vous vous dissociez, un peu comme si vous avez l'impression que vous étiez votre propre ange gardien ou un personnage, vous savez, comme dans les films, quand vous avez l'âme de la personne qui sort du corps, ou quand il y a une caméra dans un jeu vidéo au-dessus de la tête. Eh bien ça, c'est le méta. Métamorphose, exactement, c'est beau en plus ce mot, métamorphose. Et là, vous allez commencer à vous observer. Commencez à vous observer en train de parler. Et c'est super intéressant. Parce qu'au-delà de regarder la tonalité des messages, est-ce que vous êtes sur des messages qui sont à teneur positive ou à teneur négative? En plus de cela, eh bien, vous allez aussi regarder l'orientation de ces messages. Vers quoi ils vont? C'est intéressant. D'ailleurs, en fonction de votre profil Enneagramme, lorsque vous mettez un méta, vous voyez mais très clairement votre profil Enneagramme qui sort. Là, vraiment, vous allez, c'est même flippant des fois. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis dans mon profil, quoi. Et là, ça va, donc méta. Et métaphysique, pour la petite anecdote, donc, la métaphysique, en fait, à la base, donc méta, c'est au-dessus. Au-dessus de la physique. Alors c'est un nom qui est juste génial pour la métaphysique. Pour la parenthèse, si vous ne savez pas une bonne définition de la métaphysique, eh bien la métaphysique, c'est tout ce qui va être l'étude philosophique de ce qui dépasse la science. Les grandes questions de la vie. Est-ce que Dieu existe? Quel est le sens de la vie? Pourquoi suis-je sur Terre? Est-ce qu'on a une conscience? D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur certains de ces sujets-là. Qui sont très intéressants. Et autre parenthèse, dans la parenthèse, parce que oui, moi je suis comme ça, je mets des parenthèses dans la parenthèse, madame et monsieur. Et oui, sachez que je suis en pleine écriture de mon prochain livre. Ça, c'est un gros teasing que je suis en train de vous faire là. Enfin, pas un gros teasing, c'est une grosse confidence que je suis en train de vous faire là parce que je n'ai pas du tout communiqué publiquement là-dessus. Et ce livre va parler spécifiquement du sujet du sens de la vie et de la mission de vie. Je vous en ai déjà dit énormément là. Il sortira cette année. Second semestre, je vais y arriver, de cette année. Donc, petite parenthèse, gros teasing, grosse exclue, c'est pas teasing, grosse exclue sortie. La métaphysique, donc c'est au-delà de la physique, on pourrait se dire. Mais en fait, à la base, la métaphysique, donc Dobrina nous dit, la métaphysique, c'est l'étude de la physique dans les plans invisibles. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très belle, cette définition-là. La métaphysique, c'est un pan de la philosophie où la réponse est encore plus où finalement il n'y a pas de réponse toute faite. On est toujours dans le domaine où finalement est-ce qu'on va trouver une réponse un jour. Et pour la petite anecdote, en fait, lorsqu'ils devaient classer je crois que c'était à l'époque oui, c'était forcément à l'époque des philosophes de l'Antiquité, et bien lorsqu'ils devaient classer les livres, ils avaient marqué donc des livres sur différents sujets. Vous imaginez un Aristote avec différents sujets. Ces gars-là, en fait, ils couvraient tous les sujets, que ce soit les mathématiques, la physique, la spiritualité à l'époque, donc la religion, la philosophie, bref, tous les sujets. La linguistique aussi, il y avait, puisqu'on est sur la thématique de la linguistique. Et donc, le bouquin qui était lié au sujet qui était philosophique bizarre, voilà, qu'on appelle maintenant métaphysique, en fait, il se trouvait juste après le livre, le bouquin, qui était le bouquin de physique. Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé métaphysique, parce qu'il était juste après le bouquin de physique. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver un nom, puisque c'était genre, mais c'est quoi ce truc, on n'a pas de nom? Ah ben tiens, c'est après la physique, appelez-le métaphysique, et puis on verra plus tard. Je trouve ça génial comme idée, et bienvenue
à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. On a vu une première partie concernant les mots. Les mots M-O-T-S qui peuvent donner des mots M-A-U-X. Et vraiment, le conseil que je vous recommande, donc, c'est d'abord l'observation. Et bien souvent, en fait, on peut tomber dans une espèce de piège, de cercle vicieux, qui est que on va aller sur une dynamique qui est je me parle mal, je m'auto-flagelle, en d'autres termes, je me vois me parler mal, je me vois que j'arrive pas à changer, donc je me culpabilise et je m'auto-flagelle encore plus. Vous voyez un petit peu l'idée? Et j'ai envie de dire, et si à toutes les exigeantes et les exigeants qui sont sur cette salle et dont je fais partie, et si on se foutait un peu plus la paix? Comme dirait ce cher Fabrice Midal. Et si on se foutait un peu plus la paix? Et si on s'acceptait un peu plus? Et si on acceptait un peu plus qui l'on est? Et si on commençait à utiliser les mots aussi dans une dynamique d'influence positive, d'auto-influence? Parce que oui, les mots vont nous influencer. Si je vous dis le fameux, je vous le refais à chaque fois parce que c'est un exemple simple, et on va le faire avec un autre personnage. Ne pensez pas à Christophe Lambert. Non, n'imaginez pas Christophe Lambert en train de rigoler. N'imaginez surtout pas Christophe Lambert en train de rigoler. Et je suis sûr que vous l'avez, Christophe Lambert, en train de rigoler. Et si vous ne l'avez pas, Christophe Lambert, en train de rire, si jamais vous avez du mal à l'avoir, eh bien sachez une chose, il va venir à vous. Il va venir à vous? Ah, vous l'avez pas vu venir celui-là, hein? Vous l'avez pas vu venir. Donc, c'est... et là, donc la négation, ne pas, c'est surtout que je vous ai fait faire le focus sur l'objet, sur la personne. Donc là, à chaque fois qu'on va parler d'un mot, ça peut influencer. Et c'est comme ça aussi qu'on va avoir, par exemple, des magiciens de spectacle, des mentalistes de spectacle, qui arrivent à faire en sorte qu'une personne, elle dise quelque chose. Vous avez déjà vu, je suis sûr, ce truc. Il y a Christophe Lambert qui rigole derrière. Mais tais-toi! Il y avait marqué, c'était une vidéo, il y avait marqué le Joker avec le rire de Christophe Lambert, c'était très bon. Et je disais, un peu de silence. Je disais donc cette idée sur les mots, les mentalistes de spectacle, comme par exemple un Darren Brown ou autre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en fait, ils vont conditionner la personne pendant un petit moment. Et bien souvent, on voit la personne qui est devant eux, et on va dire, vous allez penser à quelque chose, et vous n'allez pas me dire. Et le mentaliste, il écrit tous les trucs auxquels le gars pense. Et puis à la fin, il dit, vous avez pensé à ça, 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 ça et ça. Et en fait, tout le monde est bluffé dans la salle parce que le mentaliste a réussi à lire dans le cerveau du spectateur. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça. C'est que the tricks, l'astuce qui est cachée derrière, qui est magistrale hein, dans la façon dont c'est fait, c'est que il a conditionné la personne à avoir cette pensée-là, à penser à ces mots précis. Et par une forme de répétition, eh bien, vous pouvez arriver à mettre ceci en place. D'ailleurs, en parlant de Darren Brown, je vous recommande très très chaudement. C'est un régal à voir et c'est un régal. Alors, il faut maîtriser l'anglais, mais vous allez sur la chaîne YouTube de Darren Brown et il a fait des séries qui sont sorties sur une chaîne très connue en Angleterre, sur lequel en fait il a fait des espèces d'expérimentations. Comme par exemple un garçon
qui foutait rien à la maison. Alors c'est intéressant parce qu'il y a toujours un message de développement personnel qui était caché derrière. Et en fait, il a fait croire qu'il y avait un météorite qui est arrivé qui a frappé l'Angleterre, et du coup qu'il y avait un virus à l'intérieur de ce météorite et que les gens étaient devenus des zombies. Il a même fait aussi un autre, et c'est hallucinant parce qu'à la fin, le gars, il prend vraiment le truc. Et c'est super intéressant parce que à un moment donné, vous voyez, c'est un peu comme des scénarios. Et le gars, donc, qui se doute absolument de rien, donc ils choisissent aussi les personnes pour faire ça, des personnes aussi qui sont suggestibles plus facilement à l'hypnose. Et à un moment donné, avec l'attitude des acteurs qui étaient là, il a réussi à mettre le gars en posture de leader. Dans le sens où il devait devenir le protecteur. Par exemple, il y avait une petite fille qui était avec lui. Et donc cette petite fille, l'actrice avait la consigne de lui demander des questions, de lui demander des ordres. Et là, on se rend compte qu'avec le langage, ça a réussi à le changer. Il y a une autre expérience de fou qu'il a voulu mener, et super intéressante, qui est liée sur le postulat de l'assassinat de Kennedy. Je ne sais pas si vous connaissez une des théories les plus connues sur l'assassinat de Kennedy. L'une d'entre elles, c'est que, comment il s'appelle, Lee Oswald, je crois. Vous préciserez en commentaire si c'est ça. En fait, qui disait, le gars qui a tué Kennedy, qu'en fait, il avait été sous hypnose. Et c'est pour ça qu'il avait tué. Et donc, Darren Moon s'est dit, est-ce qu'on peut arriver à hypnotiser quelqu'un jusqu'à le pousser au meurtre d'une personne qu'il ne connaît pas? Et donc, il a mené une expérience avec des sujets ultra suggestibles, une centaine. Il en a pris un en particulier. Il a pris le plus suggestible de tous. Merci Tiggy, Lee Harvey Oswald. Précisément, super. Et ce qui s'est passé, c'est donc qu'il s'est dit, on va mener l'expérience jusqu'au bout et on va voir ce qui se passe. Je vous spoile pas la fin du truc, mais c'est très très intéressant. Pour en revenir au sujet des mots, les mots que vous allez employer, la façon, le langage, la qualité du langage que vous allez utiliser va avoir vraiment un impact sur plein de choses. Par exemple, alors, la négativité va être un sujet. Par exemple, si je dis n'hésitez pas, vous allez être dans l'hésitation. Si vous allez dans une dynamique de... j'ai pas d'autres exemples en tête, mais si je vous donne... Alors là aussi, ça va être intéressant. Par exemple, les ordres. Vous avez une dynamique qui est regardez ceci. Ou genre, regardez... ça, il y a une étude scientifique qui avait été faite là-dessus. Je reprends cet exemple. C'est l'exemple des photocopies. Des photocopieuses. En fait, il y a une étude qui avait été faite avec des personnes qui attendaient pour faire des photocopies. Et ils avaient demandé donc à leur cobaye, on va dire, entre guillemets, de demander à la personne devant eux s'ils pouvaient passer devant. Et ils disaient, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant? Et là, sans surprise, une fois sur deux, ils s'étaient rendu compte que la personne devant, il disait, ben non, il n'y a pas de raison. Et après, ils avaient fait 2 tests. Ils avaient demandé, excusez-moi, j'aimerais passer devant, car je dois faire des photocopies. Et une autre, c'était, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous, car je suis très pressé et c'est important de faire ces photocopies. Et alors, croyez-le ou pas, dans les 2 cas, comme il y avait une justification derrière, eh bien, les personnes qui étaient devant eux leur ont laissé passer plus facilement que s'ils disaient « Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous ?» Parce qu'il y avait une justification. Mais entre une justification qui n'a aucun sens, dire « Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous car je dois faire des photocopies ?» Vous allez dire « Merci du con, moi aussi je fais des photocopies. » Et « Excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous car j'ai un rendez-vous urgent ou car c'est urgent pour moi ?» Eh bien, il n'y avait pas une grande différence. Et en fait, le fait de formuler une justification à une demande, eh bien, donnait le consentement plus facilement à la personne qui était devant. C'est intéressant, hein?
Et là, on se rend compte que justement, la façon dont on communique, les mots qu'on va utiliser vont avoir un impact plus ou moins fort face à une personne qui est devant nous. Si vous donnez un ordre, par exemple, ça dépend des personnes. Si vous donnez une ordre à une personne, eh bien, ça peut avoir soit un effet qui va fonctionner, soit un effet contraire. Et ça va vraiment dépendre de la psyché de chacun. Si vous dites à une personne, passe-moi le sel, la personne va vous passer le sel. Si vous dites, passe-moi le sel, et on va vous dire, mais je suis pas un chien, quoi. Par contre, si vous disiez, passe-moi le sel, car j'ai besoin de saler mon plat, et bien là, ça passera mieux. C'est fou, hein? Et c'est des petits détails comme ça de linguistique qui vont faire que ça va avoir un impact ou un autre. On appelle ça, alors ça c'est typiquement c'est ce qu'on appelle des commandes embarquées, des embedded commands in English specifically. Et il y avait même une astuce sur des pages de vente ou des lettres de vente aux États-Unis. Ils utilisaient en fait, ça c'est un peu sournois. Ils utilisaient le mot buy now. Alors buy now c'est à partir de maintenant, buy now. Et en fait, écrit différemment, ça peut être aussi buy now, acheter maintenant. Et donc sur des lettres de vente, ils écrivaient plusieurs fois buy now, à partir de maintenant, ceci, buy now, à partir de maintenant, cela, à partir de maintenant, cela, pour justement augmenter les ventes et envoyer cette espèce de commande embarquée dans le cerveau. Alors ça, c'est intéressant parce que tout cela nous amène à la question des images subliminales. Donc vous voyez, on avait dit qu'on ferait des digressions et qu'on parlerait de plein de choses. Les images subliminales. Est-ce que les images subliminales, alors ça a été la grande peur des années, je crois que des années 60, 70, 80, quand ça a été développé. On se disait, mais les images subliminales, on est en train de m'implanter dans le cerveau des images pour que j'achète du Coca-Cola. Vous vous rappelez peut-être de l'excellent film Fight Club qui justement était un film sur lequel on voit des images subliminales dans le film. Eh bien en fait, ils ont fait des études là aussi sur les images subliminales. Et ils se sont rendus compte que si, par exemple, vous n'aimez pas le coca, si c'est quelque chose que vous ne consommez pas, eh bien à ce moment-là, si vous avez des images subliminales avec du coca, ça n'aura absolument aucun impact sur vous. Donc, la question c'est, donc déjà, les images subliminales, c'est quelque chose qui est interdit, qui est légalement, que ce soit en France, aux États-Unis ou autre, c'est interdit. Mais derrière cela, en fait, les images subliminales n'ont pas véritablement d'impact si vous ne buvez pas de coca. Par contre, si vous buvez du coca et que vous avez envie de coca, eh bien à un moment donné, de voir du coca, eh bien ça va vous donner envie d'acheter du coca. Et c'est typiquement ce qui se passe aussi sur du mass marketing, qu'on va voir par exemple sur des publicités classiques, pas des publicités ciblées, mais des publicités classiques, où vous allez voir la marque une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Et en fait, c'est pas pour vous convaincre d'acheter cette marque, ces publicités-là. Tout ce qui est mass market, tout ce qui est de la publicité télé, la publicité d'affiches publicitaires et tout ça, en fait, c'est juste pour vous conditionner à voir plusieurs fois la marque en question pour qu'elle s'installe dans votre quotidien. Donc c'est pour ça qu'ils ont des budgets déments là-dessus. Et à force de s'installer dans votre quotidien, et bien du coup, à ce moment-là, ça s'intègre. Et de même, si vous aimez le coca, à force de voir du coca, et bien du coup, vous allez avoir envie de voir un coca. Combien de fois vous avez une pancarte d'une nourriture, quelle qu'elle soit, je suis sûr que il y a certaines nourritures, quand vous avez la pancarte devant vous, et bien vous avez envie de l'acheter. Vous avez envie de manger ça. Et là, typiquement, c'est cette espèce d'appel qui va se faire à votre inconscient pour faire le réflexe d'appeler ces endroits de votre cerveau. C'est pour ça que, quand je vous parlais de loi d'attraction, c'est ceux d'entre vous qui suivent Pensée Créatrice. Alors, pour rappel, les membres de Connexion à l'Invisible, bon, il y a déjà beaucoup de contenu sur Connexion à l'Invisible, mais vous avez en bonus la Pensée Créatrice. Donc, là, sur cette formation, c'est vraiment tout ce qui est lié à la loi d'attraction. Et donc, notamment, je parle des post-it magiques, qui consistent en fait à écrire des post-it
sur lesquels, là je vous fais très rapidement, j'explique plus en détail sur la formation. Sur le post-it, il y a écrit, vous allez écrire ce que vous voulez être ou avoir. Par exemple, j'ai confiance en moi. Alors on va pas l'écrire au futur, on va l'écrire au présent. J'ai confiance en moi. Si vous avez un syndrome de l'imposteur, vous allez écrire par exemple, mettons vous êtes en train de devenir coach et vous avez le syndrome de l'imposteur en vous disant que vous n'êtes pas légitime. Eh bien, vous allez faire un post-it. D'ailleurs, faites-le. Vraiment, faites cet exercice-là. Vous en verrez les bénéfices. Vous écrivez un post-it sur lequel vous écrivez « Je suis un bon coach » ou « Je suis une bonne coach ». Je suis une bonne coach et j'ai confiance en moi. Je suis une coach et j'ai confiance en mes capacités. Peu importe. Et à partir de là, vous écrivez ce post-it, vous le mettez dans un endroit chez vous sur lequel vous allez souvent, comme par exemple une porte que vous ouvrez, dans la salle de bain ou à la cuisine au niveau du frigo. Et astuce clé, mettez le post-it à la hauteur de vos yeux. Et à chaque fois que vous le voyez, vous allez avoir comme, là au lieu d'avoir ces fameux Coca-Cola qui sont en train de nous pourchasser, et bien là, au contraire, vous allez avoir une sollicitation inconsciente par les mots positifs. Et cette sollicitation inconsciente positive va être une sollicitation inconsciente qui va vous amener ce message dans le sens positif, dans le sens de votre amélioration de votre être, de la métamorphose, du changement de votre être. Ça, vraiment, c'est simple à faire. Moi, je l'ai fait sur plein de sujets. C'était tellement ancré que ça n'avait plus de sens et je l'ai laissé quand même parce que ça continue à marcher. Et mieux encore, lorsque vous tombez devant ces post-it, vous le répétez. Vous répétez ceci, vous répétez encore et encore et encore. Et là, ça va encore plus accélérer le process de transformation. Voilà, ça c'est un très bon conseil que je ne peux que vous donner par rapport à cela. La tonalité est importante aussi, donc voilà, ça, ce commentaire d'Emma est important. La tonalité va avoir effectivement un impact sur le message que vous allez délivrer à quelqu'un. Si par exemple je dis est-ce que vous pourriez me laisser passer devant vous? Là, ça va pas marcher tout le temps. Est-ce que vous pourriez me laisser passer devant vous? J'ai des photocopies à faire. Et là, bam, il y a une énergie qui est différente. Il y a une énergie qui est plus forte. Et votre ancrage va jouer. Et pareil, quand vous répétez un message mental, que vous lisez un message par exemple, je suis un bon coach, je suis une bon coach, je suis belle, je suis beau, je me sens bien dans mon corps, eh bien là, essayez au maximum de l'ancrer. Et vous allez de l'ancrer dans votre intonation. Et vous allez voir qu'au début, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que vous n'allez pas y croire. Et ça va être un vrai effort. Et plus vous allez le faire, c'est le fameux qui est très très mal compris, le fameux fake it until you make it. Ce fameux fake it until you make it, eh bien justement, c'est cette dynamique-là qui est je vais faire semblant jusqu'à que je l'incarne. Mais je vais pas faire semblant aux autres jusqu'à qu'à un moment donné, ils se disent bon ben c'est ok, il fait l'affaire. Non. Je vais essayer de mimer, de représenter l'identité que je veux avoir de moi-même. Et au fur et à mesure de cette identité-là, eh bien, je vais arriver à l'incarner. Et je remercie, parce que je trouve le pseudo, ça m'a fait sourire, je trouve génial. Je viens de la part de Dieu qui vient de s'inscrire à cette chaîne Twitch. J'adore ce pseudo, je trouve génial. Allez, on continue. La découverte de la synchronicité permet l'idée de la lecture du livre de la nature comme un miroir de notre vie intérieure. Merci à elle. C'est très bien dit, Dobrina, j'aime beaucoup ça. Les synchronicités, et finalement, nous permettent de voir le langage invisible, de voir les secrets de la nature. Vous voyez, c'est intéressant le mot que je viens d'utiliser, langage. Parce que ce soir, on parle de mots, on parle d'influence, on parle de langue. Et tout ce dont on a parlé jusqu'à maintenant m'a influencé
pour dire le terme j'allais dire communication, dire le terme de lien avec l'invisible sous forme de langage de l'invisible, communication à l'invisible. Donc vous voyez que maintenant, si je parle d'un autre sujet, eh bien je suis influencé par justement par ce dont on parle. La justification. Alors la justification ouvre la possibilité, j'ai un projet, alors permets-moi de le réaliser en me laissant passer par exemple. L'énergie du projet soutient notre demande et en permet la possibilité. Alors Marie-France, tu parles manipulation subjective. Alors j'ai plus le contexte, donc je pourrais pas te dire. Alors Jean-Paul, donc première question, je n'y répondrai pas parce que je ne parlerai pas de politique. Et j'ai même envie de te dire, je m'en fous, la politique. Qu'est-ce que tu penses, par contre, je répondrai à ta question. Qu'est-ce que tu penses des piliers de la psychologie positive? Alors, la psychologie positive, le modèle PERMA, je ne le connais pas. La psychologie positive en tant que telle, c'est vraiment ce qui... il y aurait plein de choses à dire là-dessus. C'est ce qui est lié vraiment à à ce que l'on... ce qui est en lien avec le développement personnel. Finalement, plus je suis dans le positif, plus ça va amener du positif. La méthode Coué aussi, qui finalement est souvent critiquée parce que on ne comprend pas ou on va simplifier la méthode Coué qui dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'espère qu'on parle de la même chose. Jean-Paul, j'espère. La psychologie positive en tant que telle, c'est quelque chose qui est utile, qui est puissant, qui est prouvé, qui va avoir un impact. Maintenant, la grosse difficulté, c'est cette notion de mettre un mouchoir sur les émotions, mettre un mouchoir sur différentes choses, sur différents sujets. C'est-à-dire que si à un moment donné, si c'est comme le sketch de Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Je me répète que je vais bien, effectivement, ça va me conditionner à voir les choses de façon plus positive. C'est bien, c'est nécessaire. Mais il ne faut pas non plus faire de la rationalisation, qui est un biais psychologique qu'on voit d'ailleurs tout particulièrement sur le type 7 Ennéagramme, mais qu'on a tous, de ne pas faire de la rationalisation et surtout une rationalisation qui va être un déni de la réalité. Donc, être dans un conditionnement, être dans une vision positive, être dans un état d'esprit, état émotionnel positif vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des choses, ça c'est fondamental, tout en ayant un maximum de lucidité. Et la lucidité, c'est pas quelque chose qui est facile à avoir au départ, tout en ayant une forme de lucidité vis-à-vis de ce qui est présent dans la réalité. Alors la réalité, on la voit jamais. On a toujours notre vision biaisée de la réalité. Tout à l'heure, je vous parlais des courants sceptiques qui ont une vision qui est très biaisée de tous ces sujets par rapport à la spiritualité et autres. Moi, j'ai une vision qui est biaisée. Vous avez une vision biaisée. On a tous une vision biaisée. La clé, c'est d'arriver, là je fais encore une autre digression, c'est d'arriver à l'ouvrir au maximum. C'est pour ça que intéressez-vous au maximum sur des choses, sur des idées, sur des façons de voir le monde qui sont différentes du vôtre. Et ainsi, vous allez pouvoir ouvrir votre champ des possibles le plus possible. C'est pour ça que, par exemple, le développement personnel, moi je ne me dis plus que je fais du développement personnel. Pendant très longtemps, je me suis nourri de développement personnel. J'en diffuse au travers de différents conseils que je donne et autres. Cependant, je ne me limite pas à ça. Parce que je sais que, déjà, développement personnel, c'est quoi? Parce que c'est un grand fourre-tout. C'est quoi exactement? On pourrait mettre plein de choses. Et de deux, je sais qu'il y a d'autres choses. On pourrait parler de spirale dynamique, des visions du monde. Pendant très longtemps, et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, on a des visions dogmatiques. C'est qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. C'est pour ça que des questions, par exemple, de politique ne m'intéressent pas, pour la simple et bonne raison que c'est soit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse, c'est arriver à voir sur chacune des visions de la réalité que peut constituer, par exemple, différentes visions politiques. D'ailleurs, quand on parle de politique, on parle de société. Donc moi je parle pas politique dans le sens politique tel qu'on l'a, dans le sens politicien, mais dans le sens société. Pourquoi la politique d'ailleurs divise? Pourquoi la politique crée du conflit? Parce qu'on est sur des visions de la société. Et des visions de la société qui sont différentes. Une personne qui est, par exemple, ouvrière ou ouvrier et qui travaille énormément, qui a des conditions de vie difficiles, et une autre personne qui est
dans un autre, par exemple, qui a une situation de vie aisée au départ, ne vont pas avoir la même vision parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Et en même temps, chacune des problématiques sont à prendre en compte. C'est pas parce qu'une personne est riche, aisée ou autre, ou n'a plus de problématiques à se faire vis-à-vis de la notion financière, qu'elle n'a pas d'autres problématiques. De même, chaque vision va avoir une perspective par rapport à cette réalité. Et c'est d'arriver à voir ces différentes visions du monde, et le jour où on aura justement des leaders qui auront cette capacité, mais je pense qu'il y en a qui l'ont. Et là, le problème, c'est que leur besoin, c'est de séduire le plus grand nombre, de séduire une certaine tranche de population. Donc c'est pour ça que les discours sont plutôt radicaux. Radicaux dans le sens où ils vont aller dans un sens ou dans l'autre pour polariser, pour justement arriver à fédérer au maximum. Donc ça, c'est plus de la communication. Mais si on arrivait à avoir cette vision qui est une vision plus holistique des choses, eh bien, ça serait beaucoup plus simple. Et moi, c'est ce que j'adore justement, le fait d'être ici, de vivre au Chili, c'est que je vois la vie ici au Chili, je vois la vie en France, parce que j'ai quand même vécu 38-39 ans en France, et du coup, ça me permet de voir les deux visions du monde. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, il n'y en a pas une qui va dans un sens ou l'autre. Et c'est intéressant aussi de voir que finalement, les problèmes de société, les situations de vie vont être différentes. Donc finalement, si on disait, et c'est là où c'est con, complètement con aussi, quand il y a des comparaisons de pays, c'est que si on disait, ben voilà, en France on a ça, ça a marché, on va le mettre en application au Chili, ben c'est connerie, ce serait stupide. Et au contraire, ça au Chili ça a marché, on va le mettre en France, parce que faut pas croire, hein, il y a pas, tout n'est pas parfait en France, hein, et il y a d'autres choses à s'inspirer sur d'autres pays. Et croyez-moi que le Chili est un pays qui est très très intéressant sur différentes approches qu'ils ont vis-à-vis de la société. Il y a d'autres choses aussi qui sont en défaut. Rien n'est parfait. Mais si on commençait à regarder en fait les visions politiques, les visions sociales de chaque pays, les mesures qui ont été faites, mais aussi le contexte culturel, social et historique de chaque pays. Et ça, on l'oublie. Et moi, je vois notamment, par exemple, par rapport à mon intégration sur ce pays qui est le Chili, eh bien, typiquement, le fait de ne pas connaître l'histoire du pays. Alors, je la connais de façon très simple. Notamment, on peut parler d'Allende, de Pinochet, de tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Je connais un peu. Je me suis un peu renseigné. Pas suffisamment. Mais c'est pas en ayant cette vision-là, avec mon point de vue français, que je vais pouvoir avoir une compréhension et un jugement qui va être le plus juste pour dire mais ça c'est bien ou c'est pas bien. Je peux pas juger. Je peux avoir une prise de recul, je peux avoir une vision qui est différente, mais pas suffisante. Je me suis énormément éloigné du sujet là. Mais on s'en fout. Parce qu'encore une fois, on est là pour ça aussi. Allô Lune, on le voit de suite quand on s'adresse à notre animal pour la tonalité, totalement. Et là, ils s'en foutent. D'ailleurs, nos chats avec Carla, on leur parle... elle parle en espagnol, moi en français, ils comprennent bien quand on leur dit que c'est non. Mais c'est pas pour autant qu'ils le font pas. La vision globale du monde n'est pas de ce monde. On ne l'atteint jamais. Et c'est trop pour grandir et évoluer intérieurement. Super, vive la vie, c'est très juste, Dorina, ce que tu dis. Et Balimoun, quel est le sujet du débat? Ben là, on parle de l'influence des mots. L'influence des mots sur soi, l'influence des mots sur les autres. On est vraiment sur ces sujets-là ce soir. Le pouvoir est celui de la perception qu'elle a fait. Je vais vous montrer influence et manipulation. Titre de merde. Mais excellent bouquin. Je l'ai lu en 2008 ce bouquin. De Robert Cialdini. L'art de la persuasion. C'est vraiment un super... Influence, ça s'appelle en anglais. C'est un excellent bouquin sur les différents mécanismes d'influence. C'est un livre de référence. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce livre-là. Vraiment, si ça vous intéresse,
pour voir justement comment ça fonctionne. C'est super. Moi, ça m'a vraiment retourné le cerveau. Et il y avait un autre livre de Cialdini qui était très intéressant aussi, notamment d'où vient l'histoire des photocopieuses. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu, un de ces derniers. C'était, on l'a en anglais. Pourquoi on l'a en anglais? Le armi della persuasione, come e perché si finisce col dire di sì. Ah voilà, c'est celui-là. Celui-là est très sympa et très agréable à lire, je vous le recommande. Yes devenait un as de la persuasion en 52 sons. En conclusion de ce soir, en conclusion de tout cela, ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment faites attention à la façon dont vous vous parlez à vous-même. Gardez en tête ce que je vous ai dit au tout début. Si vous parliez à votre meilleur ami comme vous vous parlez à vous-même, est-ce que cette personne resterait votre meilleur ou votre meilleur ami? Alors ça, c'est pas pour vous auto-flageller parce que vous allez encore partir sur un truc de ah mais je suis nul, je me parle comme une merde, machin, ceci, ça. Non, c'est justement pour vous faire prendre conscience, et on l'a tous, que finalement notre façon de parler à nous-mêmes, elle n'est pas forcément super cool. Et qu'on s'envoie beaucoup d'injonctions, qu'on s'envoie beaucoup de contraintes, de difficultés, et donc d'être plus gentil vis-à-vis de nous-mêmes et de commencer à constater qu'on peut modifier les choses. Et en modifiant les choses, à finalement renouer avec vous-même et devenir ami enfin. Devenir le meilleur ami, devenir vous-même votre meilleur ami. Et ça c'est super quoi. Et parce que gardez en tête que la seule personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est vous-même. Donc autant faire en sorte que ça se fasse en bonne harmonie et en bonne entente. Donc vraiment, commencez tout d'abord, comme on a dit, prendre conscience. Prendre conscience de la façon dont vous vous parlez à vous-même. Ensuite, une fois que vous avez pris conscience, commencez à modifier des choses. Commencez à vous dire par exemple des belles choses. Je suis contente, je m'aime, je m'apprécie, je suis fier de moi, fier de la gratitude, comme tu dis à Lolune. Allez chercher, soyez plein de gratitude vis-à-vis de tout ce que vous avez fait, vis-à-vis de ce que vous êtes. Regardez toutes les choses géniales, toutes les choses positives que vous avez fait dans votre vie. Regardez le meilleur qui est en vous, le meilleur qui a été et le meilleur qui est et le meilleur qui sera. N'oubliez pas aussi que vous faites vraiment du meilleur de vous-même. On fait toujours du meilleur que de nous-mêmes. On est faillible, mais c'est normal. On est des êtres humains, bordel. On est des êtres humains. C'est normal qu'on soit faillible. Et je dis ça tout particulièrement pour les types 1 qui sont dans la salle. Je sais qu'il y en a, mais ça marche pour tout le monde. On est faillible et ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de qui l'on est. Donc, vraiment, un peu plus de compassion vis-à-vis de nous-mêmes, un peu plus d'amour, un peu plus de chaleur vis-à-vis de nous-mêmes et commencer à nous parler de façon positive. Et vous allez voir que le fait de travailler, d'être plus tolérant avec vous-même, vous allez dès lors devenir progressivement plus tolérante et tolérant avec les autres. Et ça va aller vraiment vers du positif. Donc je vous invite vivement à mettre en place ces bons conseils, parce que oui, ce sont des bons conseils, et ça sera vraiment pour le mieux. Voilà pour tout cela.